paru être les plus importants. Donc 4 articles pour resserrer la discussion sur la malbouffe. Je voulais rapporter rapidement. Le premier, c'est sur interdiction des additifs les plus controversés pour se réduire à la liste de ceux qui sont autorisés sous label bio. C'est-à-dire on passe de 338 à 48 additifs. Et de ces 48, on peut retirer les 2 nitrites de sodium et de potassium qui sont controversés, il me semble. Mais ça, voilà, on pourra en discuter et valider ça. Pour arriver en gros à une liste de 46 additifs. Donc, ça, c'est le premier axe. Sans les nitrites. Oui. D'accord. Je vais regarder sur internet parce que le E250 et le E252. On a publié il y a très peu de temps des éléments. Mais donc, excusez-moi, je laisse. Article numéro 2, là on parle d'encadrer les taux de sel, sucre, acides gras dans les aliments. Donc, pour se conformer en fait, aux recommandations de l'OMS. De quelle manière ce serait avec des objectifs chiffrés imposés aux... Tout à fait. Objectif, atteindre les recommandations de l'OMS. Donc encadrement par la loi qui dit il faut que notre ration atteigne les objectifs de l'OMS et que donc, ce qui est issu du rapport, par décret et par famille de produits, on dise voilà, telle famille, tel taux de sucre, etc. en fonction de leur poids relatif à chacun dans notre ration alimentaire. Sachant qu'il y a des aliments très salés ou très sucrés qui sont très peu consommés, donc ils pèsent très peu dans notre ration. Donc, ils n'ont pas la même pression, j'allais dire. Type d'exemple, le pain qui pèse 30% de notre apport de sel. Et bien évidemment que c'est un axe fort de progrès et qu'il faut l'encadrer, puisqu'on a vu que depuis plus de 15 ans, les engagements volontaires sont inopérants. Voilà. Et ce sont des engagements donc sur un certain nombre d'années avec des objectifs de décroissance phasés, en fait. Tout à fait. D'accord. Avec une réévaluation tous les 5 ans au vu des changements d'habitude alimentaire de la population. C'est important aussi. Il faut effectivement que ce n'est pas un truc en claquant des doigts dès le 1er janvier tout le monde baisse, mais sur une trajectoire. Troisième article, on parle de la publicité à destination des enfants. Donc la première rédaction, on était sur tous les produits alimentaires, je vous lis, qui par leur caractère, leur présentation, leur objet apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication, radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, etc., etc. Avec une première restriction que moi j'avais proposée qui était de les interdire de 7h à 22h, mais au regard des premières auditions et des premiers échanges qu'on a eus avec des associations, d'autres associations, on va sans doute enlever carrément la notion d'horaire pour aller sur une interdiction complète qui permet du coup d'être sans doute plus efficace. Est-ce qu'il y a la notion de profil nutritionnel qui apparaît à cet endroit-là? Non. C'est un point c'est un point qu'il faut. Voilà, c'est une des questions quand on a rédigé cet article 3, c'est comment on discrimine quels produits alimentaires sont autorisés, interdits, sur quelle base, comment on juge ça. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a plutôt ciblé, interdit vers une cible, c'est-à-dire que pas tellement sur la qualité intrinsèque du produit, mais plutôt tous les produits qui s'intéressent. Enfin, pas de communication vers les enfants, en partant du principe que les adultes sont plus à la même, sont moins perméables aux messages publicitaires. Et en tout cas, ce qu'on sait, vous savez aussi, c'est que les enfants sont des prescripteurs aujourd'hui de l'achat des parents. Donc déjà, si on arrive à limiter ça, à couper ça, il me semble que c'est une piste de progrès. Quatrième article, c'est sur 1 heure d'éducation ou d'apprentissage à la nutrition. Et c'est pareil, on va modifier la formulation qui sera 1 heure d'éducation, mais pas seulement à la nutrition, mais aussi à l'alimentation. Nutrition et alimentation qui est plus large. Donc voilà pour les 4 articles de cette proposition de loi qui nous semble couvrir du technique par les additifs notamment et par l'encadrement des taux de sel. On arrive à mettre quand même, si
toujours rêvé. Cette proposition de loi a été acceptée, ça mettrait un coup de frein sérieux à la production d'aliments ultra transformés, et notamment les plus nocifs, puisqu'on réduirait drastiquement le nombre d'additifs possibles. Et puis l'autre versant, les 2 derniers articles, le 3 et le 4, on n'est plus sur le registre de l'information et de l'éducation. Donc voilà, il a fallu faire des choix, parce que moi j'avais, issu du travail de la commission d'enquête, identifié plutôt 10 mesures qui me semblaient importantes, sur les 38 qui sont proposées par la rapporteure. Moi j'en avais extrait 10 qui me semblaient vraiment urgentes. Et là on resserre le champ, parce que sur ces formats de discussion, sur des niches parlementaires, il faut vraiment qu'on soit ciblé pour être aussi pédagogue sur un certain nombre de points. Alors c'est très frustrant parce qu'on est obligé d'abandonner en chemin pas mal de choses, mais c'est un petit peu, j'allais dire, la règle du jeu qui va nous permettre en tout cas d'avoir quelque chose qui va porter, en tout cas, qui sera audible, compréhensible par le grand nombre, et qui malgré tout va permettre de parler de malbouffe et de plein d'autres sujets. Voilà, en fait c'est un petit peu des obus, par ces 4 obus qu'on va tirer dans 4 directions pour essayer de fissurer le mur de la malbouffe, pour avoir une image un petit peu offensive. Et justement, du coup, peut-être avant de répondre sur le fond, est-ce que vous savez un peu d'ores et déjà comment réagit la majorité sur l'action de cette proposition de loi? Est-ce qu'avec Madame Crouzet, vous êtes toujours en... Est-ce que enfin ouais, je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas discuté puisqu'on est en phase là, de préparation et qu'on travaille à avoir la meilleure rédaction possible. Il y a quelques députés que je vais aller revoir pour en discuter. Celles, notamment c'était beaucoup de femmes, collègues députés, qui ont participé de manière plus ou moins assidue à la commission d'enquête, que je vais aller revoir une fois que notre proposition sera formalisée, pour savoir quel appui on peut espérer de leur part. Okay. Ceci dit, d'une manière tout à fait sincère, je ne m'attends pas à ce qu'elle soit adoptée le 21 février, mais c'est intéressant parce que le rapport, la commission d'enquête, le rapport a fait consensus. On est d'accord sur les constats, et donc il va falloir aussi qu'à un moment de ce consensus-là, les uns et les autres assument des positions politiques pour défendre ou pas l'amélioration de l'alimentation de tous. Donc ça c'est un travail qui va se faire plutôt dans un second temps, dans le courant du mois de janvier, pour effectivement voir à la majorité si quelques-uns sont prêts à soutenir. Bon, je n'ai pas de raison particulière d'être très optimiste sur le sujet, mais bon, on le fait. Hein. On le fait, moi je le fais avec beaucoup de conviction, mais sans naïveté non plus sur le fait. Typiquement sur le marketing alimentaire, nous on a rencontré Madame Pétel justement. Oui, voilà, ça fait partie des gens que je vais revoir. Oui, je peux faire un peu en tout cas. Ce que vous disiez, les constats sont partagés, donc après il y a peut-être plus de... C'est ça. Après, il y a peut-être des choses où on arrivera. Ça participe à entretenir le boulot là-dessus, et pourquoi pas sur des sujets, et il y aura peut-être aussi, ça passe pas là, sur les prochains véhicules législatifs qui pourraient être, par exemple, pour la publicité, la loi sur le visuel qui va arriver. Alors on n'a pas encore trop de visibilité sur le calendrier, mais possible en 2019, donc où on pourrait nous monter dans ce véhicule-là avec notre malbouffe pour arriver à faire passer au moins ce petit. Bon voilà, en termes de stratégie, voilà, on n'est pas d'un optimisme débordant, mais c'est un boulot qu'on veut faire vivre ça, et les majorités ne sont jamais figées, donc on travaille aussi pour l'avenir. Et puis, vous savez, moi quand j'ai commencé à travailler à l'UFC Que Choisir, il y avait des idées qui paraissaient complètement folles, donc il y a dans une dizaine d'années, telles que encadrer le marketing à destination des enfants. Ça paraissait dingue, mais comment vous n'y pensez pas? Ou mettre en place un étiquetage nutritionnel simplifié. Ça paraissait complètement fou. Comment ça, vous allez mettre des pastilles de couleur? C'est nos bons produits alimentaires de nos terroirs. Voilà, c'était ça les réactions. L'histoire des pastilles sur les produits de terroir, on a eu l'argument 100 fois. Oui, dans la loi agriculture et alimentation. Voilà. Et finalement, ce sont des idées qui sont en train de s'imposer. Le Nutri-Score, on l'a. Ouais.
il n'est pas encore obligatoire pour des raisons je dirais, de lobbying au niveau européen, hein, mais en tout cas il s'est imposé de manière volontaire en France, en Belgique, en Espagne. Donc au Maroc, j'ai vu aussi. Au Maroc. Je suis un peu Serge Arakberg sur les réseaux sociaux, et j'ai vu qu'il était parti présenter ça au Maroc, ou en tout cas il avait une relation avec un scientifique là-bas pour le faire. Oui, j'étais étonné. Oui, mais donc hors des frontières européennes aussi. Donc c'est très important de lancer le plus grand nombre possible des idées qui un jour vont s'imposer tellement elles sont nécessaires. Ça c'est pas une chose. Moi je réagis à chaud par rapport à ce que vous disiez, Effectivement, ces 4 axes semblent effectivement prioritaires, même si nous, on n'a pas fait de formulation spécifique sur les additifs jusqu'à présent. En revanche, sur les 3 autres axes, on l'avait déjà fait. Sur les additifs, je me suis permis de regarder ce qu'on a fait sur notre site. Il se trouve que l'UFC Que Choisir a publié, il y a très peu de temps, il y a moins d'un mois, une étude qui est en fait une revue bibliographique scientifique de ce qui est disponible actuellement en termes d'appréciation de la dangerosité potentielle des différents additifs. Et sur les quelques 300 additifs qui sont autorisés au niveau européen dans les produits alimentaires, il y en a 87 d'entre eux pour lesquels on a mis des recommandations qui sont négatives, soit à éviter, soit peu recommandables. Donc je pense que ce serait intéressant que vous regardiez la compatibilité entre les restrictions qui découlent de la proposition que vous faites et le screening que nous avons fait des recommandations qui émanent d'organes scientifiques. Ça va être par exemple la NSM au niveau français, ou bien donc l'AESA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, ou bien d'autres instances au niveau international, des recommandations qui, à ce jour, n'ont pas encore été mises en œuvre par la Commission européenne. N'oublions pas que, pour plusieurs raisons, la Commission européenne a d'abord des problèmes d'effectifs. La journaliste qui s'est occupée de rédiger l'article qui accompagnait la publication de ce screening, qui a été en contact avec les services de la Commission européenne, nous a dit qu'ils étaient, pour certains d'entre eux, un peu sous l'eau. Donc c'est un petit peu dommage pour la sécurité des consommateurs, mais c'est le type d'information qu'on nous dit. Et puis, il ne faut pas oublier que la Commission européenne, ce n'est pas un organe scientifique, c'est un organe politique. Donc, il y a forcément des arbitrages entre les recommandations des scientifiques qui demandent à ce qu'on réduise les doses d'autorisation, voire qu'on interdise purement et simplement des additifs, et puis ce qui est mis en pratique. Voilà. Donc, moi, je vous conseille, ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous transmette la liste de ces 87 additifs qui posent problème. Oui, mais je pense qu'on a déjà dû les regarder, on va vérifier quand même s'il n'y a pas quelque chose qui nous a échappé. Il y a aussi il y a un bouquin qui vient d'être publié aussi par une toxicologue, où là pour le coup c'est je crois 150 additifs qui sont pointés comme étant discutables, avec pareil une biblio internationale sur différentes études. Alors je ne connais pas nécessairement tel auteur scientifique, mais pour le coup je pense que c'est important que vous puissiez appuyer toute disposition sur des avis qui émanent d'instances scientifiques reconnues. Et rien que ça permet quand même finalement de pointer du doigt 87 additifs sur 300, c'est quand même beaucoup. Et c'est des additifs quand même qu'on va retrouver par exemple dans des chewing-gums sans sucre, dans du cola sans sucre, dans des nouilles prêtes à consommer, dans des bonbons destinés à des enfants. Et c'est, vous voyez, des produits de très grande consommation dans lesquels on va trouver un cocktail quand même peu intéressant, avec jusqu'à la possibilité d'avoir 14 additifs dans un seul produit alimentaire. Donc ça fait vraiment beaucoup. Oui. Alors ça c'est le problème aussi, on parlait de l'AESA, autorité sanitaire européenne, qu'on a auditionné nous pendant le travail de la commission d'enquête sur les effets cocktails. Ils n'ont pas les moyens eux-mêmes, et je veux dire c'est inhumain comme moyen. On ne peut pas juger l'innocuité de cocktails de 14 parmi 338 avec le nombre de combinaisons que ça pourrait inclure. Donc ça jamais ça n'existera. Je pense que c'est aussi moi le message que j'essaie de faire comprendre, c'est que jamais on ne pourra émettre un avis scientifique incontestable sur des cocktails de 14 additifs qui sont effectivement chaque fois différents. Donc ça veut dire qu'il y a une question aussi sur l'application du principe de précaution. C'est pour ça que, déjà, si on réduit la liste drastiquement, on sort les plus controversés. Et
c'est pas parfait, mais c'est déjà un premier pas important. Et je pense que c'est important que tout le monde soit bien conscient du fait que les procédures d'autorisation de toutes les molécules chimiques au niveau européen, au niveau international, y compris des molécules médicamenteuses, reposent d'abord sur des études qui ont été financées par les fabricants. Voilà. Donc pas réalisées, mais financées par. Avec le processus suivant, c'est-à-dire que donc, un fabricant va donc commanditer des études auprès de laboratoires dits indépendants, et le fabricant va recevoir les différentes études qu'il a financées, et il va choisir d'envoyer, donc on l'espère, la totalité des études, mais donc on comprend que dans ce type de circuit, il y a quand même un biais majeur. Deuxième problématique, c'est que il n'existe aucune obligation actuellement dans la réglementation européenne de vérifier la présence ou l'effectivité d'effets cocktails entre les différentes molécules. Il n'y a pas d'obligation. Et en ce qui concerne, il y a une toute nouvelle obligation, mais extrêmement générique malheureusement, d'étudier les effets de perturbateurs endocriniens, mais qui ne porte en fait que essentiellement sur les pesticides. Et étant donné qu'il n'y a pas de définition extrêmement exigeante des perturbateurs endocriniens, étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie définie, eh bien ça veut dire finalement que, étant donné que ces études qui sont demandées nouvellement pour vérifier l'apparition de perturbateurs endocriniens ont toutes les chances finalement de passer à côté des effets qui sont extrêmement ténus, qui dépendent des fenêtres d'exposition, finalement ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Et en tout cas, en ce qui concerne les procédures génériques sur toutes les autres molécules, et notamment les molécules qui sont autorisées au niveau alimentaire, il n'y a pas d'obligation de vérifier leur impact potentiel de perturbateurs endocriniens. Okay. Sur le deuxième point, alors il est clair que c'est une demande de très longue date de l'UFC Que Choisir de réagir en matière alimentaire d'abord sur la qualité nutritionnelle et plus précisément sur la mauvaise qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire industrielle telle qu'elle est proposée actuellement. On dispose de beaucoup d'études qui sont réalisées par des instances officielles françaises qui sont absolument indépendantes et dont l'expertise est reconnue, donc l'ANSES, l'INRA, et qui, avec des équipes émanant de ces deux structures, ont développé conjointement une structure qui s'appelle l'OCALI, l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, et qui permet de suivre très précisément, malheureusement, la mauvaise qualité de cette offre alimentaire, qui permet de suivre très précisément le fait que les engagements volontaires d'amélioration de la qualité nutritionnelle, ça n'a eu aucun effet. Pour donner un exemple de chiffre qui est quand même assez parlant, la consommation journalière des enfants en termes de sucre, c'est à peu près aux alentours de 100 grammes par sucre. Après réalisation et mise en œuvre des engagements volontaires d'amélioration de la qualité nutritionnelle, eh bien, on est passé de à peu près 100 grammes de sucre à peu près 99 grammes de sucre, c'est-à-dire 1 gramme en moins. C'est-à-dire c'est rien du tout. En ce qui concerne les acides gras saturés, donc ce qui pose problème pour la santé publique, l'amélioration entre guillemets, elle est encore plus faible. Donc le volontariat en termes d'amélioration de la qualité nutritionnelle, ça ne marche pas. Et il est clair que, en plus, ce qui est intéressant quand même dans ce suivi qui est réalisé par l'OCALI, c'est qu'on sait très précisément quelles sont les filières qui sont les plus responsables des surconsommations de gras, de sel, de sucre. Donc, il est clair que le meilleur moyen d'améliorer l'offre alimentaire pour les parents et les enfants, c'est d'obliger les filières les plus contributrices en gras, en sel et en sucre à définir des objectifs réalistes d'amélioration de la qualité nutritionnelle, donc sur l'ensemble de la filière, donc ça va être par exemple pour les céréales du petit déjeuner, pour les biscuits, pour les confiseries, etc., en termes de diminution de sucre par exemple, sur une période qui soit réaliste. Et effectivement, il faut qu'il y ait un suivi, des contrôles et, le cas échéant, des sanctions, sinon ça ne marchera pas. D'accord, du coup, effectivement, on avait fait ce même constat, il n'y avait qu'une réglementation très stricte, et le fait que, voilà, c'est aussi, on l'a validé avec le travail, qu'on a en France tous les moyens de savoir effectivement le poids de chaque aliment, j'allais dire quasiment, dans notre assiette en termes de malbouffe. Donc, ça, voilà. Donc là, on est sur la publicité des produits alimentaires qui sont destinés aux enfants, la position de l'UFC Que Choisir,
elle est alignée sur la position de la FAO et de l'OMS, qui finalement est assez réaliste, qui part de l'idée que, certes, les enfants constituent un public sensible, qui ne devrait pas être soumis au marketing, quel qu'il soit, alimentaire ou autre. Le problème, c'est que dans notre société de consommation, le marketing, il est partout. Et si au moins on pouvait utiliser le marketing de manière vertueuse, finalement c'est ça qui structure l'idée de profil nutritionnel tels qu'ils ont été promus par la FAO et l'OMS. Qu'est-ce que c'est un profil nutritionnel? C'est, en clair, des maxima de gras, de sel, de sucre, au-delà desquels un produit est considéré comme trop gras, trop calorique, et qui ne devrait pas être promu à destination des enfants. Et si ces profils nutritionnels sont réalisés de manière intelligente, ils auront un double effet positif. Un premier effet positif qui est donc on arrête le marketing pour ces produits, et donc du coup on autorise le marketing uniquement pour des produits qui auront un intérêt nutritionnel. Donc ça veut dire que ça va... Je peux m'excuser. Donc, le marketing, il peut avoir un double effet. Un premier effet positif, donc en interdisant le marketing pour les produits qui sont trop gras, trop salés, trop sucrés, va autoriser les produits qui sont bel et bien intéressants du point de vue nutritionnel pour les enfants. Et donc, ça va avoir un effet incitateur pour les parents et pour les enfants à se diriger enfin vers ces produits qui ont un intérêt. Deuxième intérêt d'un profil nutritionnel qui est bien formaté, c'est que ça sera un outil incitatif extrêmement puissant de reformulation au niveau des industriels. On peut être sûr qu'à partir du moment où des profils nutritionnels deviendraient obligatoires sur le marketing, on peut être sûr que les services marketing et vente au sein des grands états-majors de l'industrie agroalimentaire mettraient immédiatement la pression sur les services recherche et développement pour améliorer la qualité nutritionnelle. Comme ils le font sur le Nutri-Score. Absolument. Et vous avez raison, c'est vrai que le Nutri-Score, pour les industriels qui l'ont déjà mis en place, ils nous ont dit que ça a été un outil incitatif extrêmement positif pour l'ensemble des services. Nécessairement, vous ne pouvez pas laisser un produit qui s'affiche Nutri-Score dans le rouge le plus mauvais pour faire un niveau commercial, et vous avez intérêt à améliorer au moins dans les 2 ou 3 premiers numéros là, du Nutri-Score, plutôt du côté du vert. Donc, en termes de reformulation, oui, c'est essentiel. D'accord, sur les prochains. Je ne sais pas si j'étais assez clair là-dessus. Oui, très bien. Ouais. Et j'ai rajouté un truc. Non, j'ai pas demandé là-dessus. Vous avez fini sur marketing alimentaire? Oui, parce que tu as d'autres éléments. Moi, c'est plus par rapport à votre version. Je me questionne sur la notion donc de publicité qui apparaît comme principalement destinée aux enfants et adolescents. J'ai ça. Juridiquement, j'ai du mal. Ma crainte, c'est comment on va définir d'un produit. Typiquement, si je me mets côté industriel, là, je me dis bon, ok, du coup, ma mascotte, je vais la faire peut-être moins destinée aux enfants, mais je vais rester. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, on vise pas directement peut-être la malbouffe, on vise plus la publicité qui s'adresse aux enfants et qui sont des produits alimentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors que après, c'est un choix de mécanisme, sans faire publicité de ce qu'on avait pensé, mais nous, c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait mis de côté l'aspect ça s'adresse aux enfants pour rester sur vraiment c'était calqué sur le Nutri-Score en soi, c'est-à-dire tous les produits qui n'ont pas un apport nutritionnel satisfaisant, en particulier pour les enfants, mais de manière générale pour l'ensemble des personnes qui regardent la télévision à ce moment-là, ne peuvent pas être diffusés, et toujours pour jouer sur cette logique vertueuse. En revanche, si votre produit répond à des critères qui ont été définis par décret en amont, ils peuvent être diffusés quand on vous semble. Oui. Je complète les éléments que dit Guillaume. Une problématique qu'on voit, c'est effectivement d'arriver à définir ce que c'est qu'un produit alimentaire destiné à des enfants. Et on voit que certains professionnels de l'industrie agroalimentaire promeuvent des produits pas du tout intéressants du point de vue nutritionnel, en utilisant, par exemple, en s'appuyant sur les chartes de bonnes pratiques de communication publicitaire, vous savez, qui ont été définies donc à une époque où il y avait un lobbying énorme de la part de l'industrie des médias.
et qui ont par exemple enlevé les enfants de leur publicité en mettant des adultes à la place. Et ce qui était un moyen de dire, mais vous voyez bien que ces produits alimentaires ne sont pas destinés aux enfants puisqu'on met des adultes. Et donc on voit qu'ils essaient de jouer sur l'ambiguïté, toujours en essayant d'utiliser les biais du dispositif, en l'occurrence une charte, qui fait office de référence. Alors l'écueil là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, comme on n'a pas ces fameux profils, on n'a pas ce cadre-là, et que le Nutri-Score reste facultatif, c'est comment on trouve un autre cadre pour arriver à préserver les enfants de cette publicité. Vous avez des profils de la FAO et de l'OMS qui ont été publiés. Oui, donc, ça c'est une définition. Ça nous a été effectivement aussi relevé par Foodwatch notamment. On a discuté de ça. Donc il faut qu'on regarde si on peut se servir de ça comme une base, mais ça nous semblait du coup plus large d'inclure en fait, plutôt l'aspect du public ciblé. Après, il reste à savoir comment juridiquement on arrive à définir ou à prouver que c'est destiné aux enfants. La question étant aussi des publicités qui sont destinées aux parents, mais qui... Parce que typiquement, du coup, en la forme, si du coup, un industriel qui vend un produit qui pouvait être intéressant d'un point de vue nutritionnel, mais pour des enfants, du coup, il tombe sur l'interdiction au même titre que Kellogg's ou autre. Oui, parce qu'on part du principe que c'est pas aux gamins d'être les prescripteurs de l'alimentation, puisqu'on sait bien que de toute façon, ils sont trop perméables à tous les messages, et que finalement, si on les protège de tout message, notamment pour l'alimentation, déjà on aura fait un grand pas. Et après, tout le reste, effectivement, repose sur la capacité des parents après à choisir. Ça, c'est un autre registre. Mais aujourd'hui, c'était pour aussi aller contrecarrer le fait que les enfants sont les prescripteurs. Quand vous avez les gamins dans les supermarchés, il y a des études qui ont été faites. C'est eux qui disent aux parents, je veux cette céréale, alors vous résistez une fois, deux fois, et puis la troisième fois, vous ne pouvez pas dire non tout le temps et vous achetez. Donc c'est très compliqué. Et souvent, cette prescription, elle passe parce qu'ils ont vu à la télé. Donc oui, j'entends que voilà, on est dans une zone un petit peu compliquée à définir, mais bon, ça nous semblait être une façon vraiment... forte d'affirmer qu'il fallait qu'on retire nos enfants de ça. Et je crois que je parle sous le contrôle d'Élie, c'est au Québec qui est sur cette définition et qu'ils arrivent à mettre en œuvre en fait. En fait, il y a plusieurs choses. D'une part, la formulation qu'on a reprise dans l'article, en fait, on l'a un petit peu piqué juridiquement à d'autres domaines commerciaux, notamment tout ce qui est littérature, la définition de la littérature jeunesse. C'est comme ça qu'elle est définie. On arrive à définir ce que c'est qu'une littérature jeunesse ou pas. Et donc il y a on arrive à définir. Donc on s'est dit si on arrive à le faire pour la littérature, pourquoi pas arriver à le faire pour la publicité. Et c'est vrai qu'au Québec, tout marketing est interdit envers les enfants de moins de 13 ans. Et donc ils ont tout un travail. Alors forcément c'est du droit comparé, c'est pas directement c'est intéressant, mais c'est intéressant de regarder comment ils ont réussi à effectivement définir ce qu'était une publicité pour enfants ou pas. Ils ont des guides pour savoir. Je me fais pas l'avocat idéal. Non, mais si, c'est intéressant aussi de se faire l'avocat idéal, du coup ça permet de se poser les bonnes questions. Je pense à un des arguments qui peut être pareil de la part industrielle. Là, en interdisant purement et simplement la publicité pour les enfants, il va y avoir le gros principe de la liberté d'entreprendre qu'on va vous soumettre. On va dire, regardez, typiquement, nous, on voudrait bien faire mieux. Là, on nous interdit de faire la publicité, donc on nous interdit de faire notre métier. Donc, du coup, vous comprenez, pour nous, pour industriels, comment on va... Pour nana, et même en plus de ça, vous allez prendre tout le secteur audiovisuel qui va vous dire pareil. Nous, du coup, c'est une manne financière énorme. Tandis que si vous leur faites quoi, peu importe, mais si vous voulez, avec la logique de si vous améliorez vos produits, s'ils rentrent dans les grilles que l'on souhaite et qui seraient bénéfiques pour une pratique vertueuse, vous pouvez faire. Il y a cet argument en face de dire liberté d'entreprendre, tout ça. Après, on n'autorise pas la vente d'armes aux gamins de 8 ans non plus, au nom de la liberté d'entreprendre. J'entends, parce que c'est effectivement, on l'a entendu ça. Oui, non, mais c'est intéressant. Après, effectivement, c'est quelle volonté politique forte on met derrière à contraindre justement à aller contre cette liberté d'entreprendre qui nous a été même fois un peu mais qui est l'argument massu, j'allais dire, des industriels. C'est parce que je pense que s'il y a un argument qui est vraiment
le plus important, c'est vraiment introduire la notion de profil nutritionnel. Parce que c'est vraiment, ça acte le fait qu'il y a des produits qui ne devraient pas être promus et qui sont globalement du mauvais côté de la grille nutritionnelle. Ça, il faut savoir que c'est une analyse qui a été énormément combattue par certains industriels qui sont précisément ceux qui fabriquent et qui promeuvent ce type de produit. Or, à un moment, il faut bien le dire, hein, on est quand même dans une situation assez catastrophique au regard de la qualité nutritionnelle et au regard de la santé, hein, quand on voit quand même les chiffres du surpoids et de l'obésité, notamment dans les catégories de la population qui ont des niveaux de revenus et d'éducation les plus faibles. On voit aussi, au-delà du surpoids et de l'obésité, on voit apparaître du diabète de type 2 chez des enfants, des choses qu'on n'avait jamais vues. Hein. Donc il y a quand même le feu au lac. Et donc c'est clairement une surconsommation de ce type de produit-là qu'il faut limiter. Et il est clair que l'industrie agroalimentaire, finalement, elle travaille finalement dans un cadre où actuellement il y a une liberté totale. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire que sortir des énièmes biscuits, céréales du petit déjeuner, glaces super sucrées, grasses, mais ça ne pose aucun problème. Et donc du coup, si on met une sorte de cadre législatif qui dit ben non, au-delà de tel niveau, vous ne pourrez plus faire de marketing, ça va avoir un effet incitateur extrêmement important. Et c'est aussi un signal général qui est donné finalement à toute la société civile, à la société pour dire, au-delà d'un certain niveau, c'est plus des produits sains. Mais du coup, je trouve ça intéressant parce que ça peut être aussi, je dis, c'est des obus qu'on lance contre le mur de la malbouffe. Effectivement, là, c'est la grosse artillerie. On dit on interdit tout à destination des enfants. Et on va entendre cette objection-là. Et effectivement, la réponse, elle est, écoutez, nous, l'article, il n'y a pas de problème. On l'amende. Dès que vous avez fait, vous, industriels, le travail auprès de lobbying positif pour qu'il y ait des profils nutritionnels, ça fait 10 ans qu'on les attend, les profils nutritionnels. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'étude de la Commission européenne. Non, mais ceux-là, on ne les aura pas. Donc, on ne les aura pas par la Commission. Non, mais il faut prendre ceux de la FAO qui existaient déjà, qui sont très bons. Mais donc, il faut qu'ils soient retranscrits, du coup, parce que en droit, du coup, il faut qu'ils soient repris et transcrits. Donc, il faut que, si vous ne voulez pas une interdiction totale, faites en sorte que, effectivement, quand je dis faites, c'est députés de la majorité industrielle, qu'on ait ces profils nutritionnels. Alors, vous les prenez d'où vous voulez, soit ceux qui ne sont pas publiés ou vous faites du copier-coller de la FAO, mais faites des profils nutritionnels. Et à ce moment-là, oui, on pourra aller vers. Vous pourrez promouvoir des aliments qui sont, en termes nutritionnels, pas mauvais. Avec la limite, quand même, que nous a indiqué aussi un des scientifiques qui travaille sur ces questions d'alimentation, qui est le professeur Fardet, qui lui dit le simple nutritionnel Nutri-Score est quand même aussi une vision assez partielle de ce que doit être un aliment sain, puisqu'il ne prend pas non plus toute la composition de l'aliment, le fait qu'il soit... voilà, c'est un algorithme quand même qui prend une partie... Enfin, il y a un grand débat là-dessus, mais moi je trouve que c'est je pense que c'est quand même... Moi je trouve que c'est quand même assez fort de café que certains scientifiques se réveillent maintenant pour critiquer le Nutri-Score. Non, il dit que... ou en tout cas pour limiter sa portée, etc. Alors qu'on ne les a jamais entendus sur l'étiquetage nutritionnel obligatoire au niveau européen, qui est absolument incompréhensible pour les consommateurs. Moi, j'ai quand même dénombré jusqu'à 70 informations chiffrées à la virgule près sur des emballages de céréales du petit déjeuner, par exemple. Qui peut utiliser ça? Et on n'a jamais entendu gérer ces scientifiques. Alors que là, pour le coup, on aurait eu besoin d'eux pour essayer de faire bouger la Commission européenne. Et c'est seulement maintenant, alors qu'on a finalement le seul outil qui est le plus efficace, ça a été démontré par des méthodologies, qu'ils trouvent qu'on pourrait faire mieux, etc. Mettons-le en œuvre. Oui, mais non, mais moi je suis absolument favorable. Je dis juste que ça ne résout pas tous les problèmes de malbouffe, mais c'est une première étape indispensable. C'est un outil parmi d'autres, bien sûr. Donc voilà, par rapport à l'article 3, comment on peut avoir premier niveau de lecture et de réponse du coup par rapport à ces profils de la FAO, donc on va regarder ça précisément. Ça nous permet aussi, parce que on est d'accord, ça va nous permettre de parler aussi de ces questions-là et d'argumenter sur ces questions, et j'allais dire l'exposé des motifs est presque aussi important que les articles, et donc on va regarder ça
pour améliorer aussi la rédaction de ces articles. Donc voilà, je pense qu'on n'avait pas noté. On a quelques retours, mais il faut qu'on vérifie sur cette affaire des profils FRD. Je vois ça. Ok. 4e article. Alors, Ou on si, peut rester sur le 3 si vous avez d'autres. Non, je pense que c'est. Okay. Alors, l'idée de mettre en place de l'apprentissage à l'alimentation et non pas à la nutrition, c'est une très bonne idée. Il faut savoir qu'il y a un travail assez exhaustif qui a été réalisé par exemple par le Conseil national de l'alimentation et qui, à cette occasion, a auditionné pas mal d'acteurs et qui montrait qu'on est actuellement au niveau de l'éducation nationale dans un enseignement encore très scientifique, voire très scientiste, non pas de l'alimentation mais de la nutrition. Et s'il y a vraiment un écueil à éviter, c'est d'enseigner de la nutrition, des nutriments, des acides gras saturés, des glucides, etc. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. Il faut vraiment apprendre des choses extrêmement basiques, extrêmement concrètes. Qu'est-ce que c'est que, comment est-ce qu'on constitue un repas? C'est quoi une entrée? Un accompagnement, de la viande, des légumes, apprendre à cuisiner soi-même, apprendre à choisir des produits bruts. Et ça, c'est très important. L'apprentissage très concret de l'alimentation, comment est-ce qu'on construit une alimentation au jour le jour, sur la semaine, hein, puisque l'équilibre alimentaire, c'est pas juste et c'est évidemment pas sur un plat, c'est évidemment pas sur un repas, c'est sur le long terme, hein, sur la semaine au minimum. C'est aussi, c'est pas que les produits bruts, parce qu'il faut accepter le fait que dans notre société actuellement, les jeunes générations, d'autant plus, sont celles qui consomment le plus de produits transformés, donc des produits emballés, donc des produits dont on ne connaît pas a priori la qualité nutritionnelle. Et ça, c'est un point très important. On ne peut pas faire un enseignement qui serait uniquement sur les produits bruts, parce que finalement, on laisserait sur le bord du chemin la grande majorité des jeunes, qui ne mangent pas beaucoup de ces produits, malheureusement, et nous sommes les premiers à regretter à l'UFC Que Choisir, mais il faut aussi penser à eux. Et donc, il faut penser à un enseignement qui donne, ou un apprentissage plus exactement, un apprentissage qui donne aux jeunes des clés pour arriver, d'une part, à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces produits transformés. Il y a deux outils qui sont fondamentaux, la liste des ingrédients. La liste des ingrédients, ça donne énormément d'informations. Elle n'est pas construite au hasard. Elle est construite d'ailleurs d'une manière normée, hein, en mettant en premier l'ingrédient majoritaire. Et quand dans une pâte à tartiner à base de chocolat, vous trouvez parmi les premiers ingrédients de l'huile de palme et du sucre, et parmi les derniers ingrédients des noisettes, ça c'est une sacrée information. Voilà. Et même chose, lorsque vous regardez des ingrédients qui sont mis en avant, par exemple des produits, on va vous monter en épingle un ingrédient qui va déclencher l'acte d'achat, comme un produit avec de la truffe ou un produit avec de l'huile d'olive, et puis que quand vous regardez un des ingrédients et que vous voyez qu'il est vraiment en proportion ultra minoritaire, ça c'est des informations. Ou quand vous regardez la liste des ingrédients d'un yaourt aux fruits, donc vous avez une avalanche de fruits sur la face avant, et en regardant la liste des ingrédients, vous vous rendez compte que vous allez avoir de l'ordre de 3% de fruits. Et qu'en revanche, vous avez des arômes, des colorants. Ça, c'est une information. Et donc, c'est un point important, c'est d'aider les consommateurs, les jeunes consommateurs, à finalement à être plus critiques vis-à-vis de l'alimentation transformée, sans se l'interdire. Et dernier point, l'alimentation aussi, c'est le marketing, puisque c'est quand même le marketing qui, au cours des 50 dernières années, a installé ce mode de consommation très industriel. Hein. Et donc, arriver à déjouer les ruses du marketing, ça serait un point aussi important. Tout à fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai envisagé, de les présenter aux parents d'élèves et aux enseignants, en disant que voilà, effectivement, les 4 piliers de l'enseignement tels qu'ils nous sont vendus aujourd'hui, lire, écrire, compter, à quoi ça sert si on n'est pas fichu de décrypter une étiquette de ce qu'on achète au supermarché, puisque pour moi, un des 4e piliers aussi, c'est savoir se nourrir correctement. Donc on est d'accord sur l'esprit critique, savoir se retrouver dans cette jungle du marketing, savoir lire au sens analyser des listes d'ingrédients. Donc on est bien là-dessus. C'est pour ça que la première rédaction, on avait déjà acté, là c'est la version, c'est le brouillon premier, qu'on parlait plus de nutrition, mais plus seulement de nutrition, mais d'apprentissage à l'alimentation, parce que c'est des dimensions essentielles sur la compréhension, y compris la culture aussi alimentaire. Voilà, tout ça est important. Qu'un repas
normal, je sais pas, c'est un mot qui est adapté, en tout cas qu'un repas c'est quelque chose qu'on prend plutôt assis, qu'on se pose et qu'on partage avec quelqu'un, et que effectivement le mode de vie a changé, qu'on a besoin d'aliments transformés pour répondre à des besoins nomades ou des choses ponctuelles, mais que ça reste ponctuel. Ça ne doit pas être le mode de consommation standard, alors qu'on voit aujourd'hui, c'est Locali qui nous l'apprend, c'est que la part des aliments ultra transformés, c'est la moitié de notre ration aujourd'hui, ce qui est quand même énorme et qui est en progression constante. Donc ça, c'est un vrai sujet, y compris la question aussi de quel type d'aliments on consomme, puisqu'il faut aussi parler de ce qu'on nous a vendu comme étant des nécessités, consommer des protéines animales quasi à tous les repas, des choses comme ça. On voit que ça a un impact sur la santé, mais que ça a un impact aussi environnemental qui n'est pas neutre. C'est le fil de l'alimentation nous amène aussi à réfléchir sur bien d'autres choses, et donc ça me paraît important que les enfants y aient accès. Après, voilà, c'est une grande question, parce que là aussi c'est une question de volonté politique, on va dire. Est-ce qu'on impose demain à l'éducation nationale apprendre ça à bras le corps et intégrer ça d'une manière très claire dans les objectifs ou dans les programmes qui sont destinés à nos enfants de la maternelle au collège. Un élément supplémentaire de réponse par rapport à la question que vous posez, est-ce que cet apprentissage à l'alimentation, non pas à la nutrition, doit être intégré dans l'enseignement scolaire? C'est que c'est un problème de société maintenant, à double titre. Donc effectivement, comme vous l'indiquiez, les aliments ultra transformés ils font partie de notre alimentation. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Et il y a un fait générationnel de la consommation, c'est-à-dire qu'une alimentation qui est acquise dans le plus jeune âge, eh bien on la garde pour toute la vie. Donc ça veut dire que si les plus jeunes générations et de parents donc, sont déjà en train de donner ce modèle alimentaire transformé à leurs enfants, il est très probable que les enfants vont le garder. D'où la nécessité effectivement de donner des outils aux enfants qui deviendront de futurs parents pour arriver à s'y retrouver dans cette offre alimentaire qui est quand même assez protéiforme. Et puis le deuxième point, c'est que aussi ça fait partie de... C'est une culture alimentaire qui s'est imposée. C'est important finalement de donner des sortes de clés d'analyse de manière à... on ne peut pas finalement juste leur dire c'est pas bien de manger des produits transformés, on ne peut pas leur dire manger des fruits et légumes et puis cuisiner à tous les repas, ils ne le font pas. Bon, on a vu l'échec des 5 fruits et légumes, je pense que ça imprime pas chez les... Si on leur explique pas pourquoi, quel est l'objectif, oui, c'est un peu délicat à faire accepter et pratiquer par les plus jeunes notamment. Ok. On a fait le tour. C'est bon, tout. Bon. Je vous propose de vous laisser des amendements qu'on avait proposés dans le cadre du projet Egalim. Ouais. Il y en a deux qui sont sur l'encadrement du marketing alimentaire. Justement, c'est On peut se regarder. Oui, ça nous permettra de regarder en termes de rédaction ce que ça peut nous apporter. Si on peut... Très bien. Et l'autre sur la fixation d'objectifs en termes de qualité nutritionnelle, c'est sur l'article 2 du projet. Enfin, ouais. Ok, super. Je peux vous envoyer la version numérique si ça vous intéresse également. Bon, je pense qu'on va se contenter du papier. On va pas... Bon, vous devez les avoir, parce que je les avais envoyés à notre député à l'époque. D'accord, ok. Ça c'est en off du coup. Non, mais voilà, il n'y a pas de souci. Nous, on travaille beaucoup avec les associations, les ONG. Et d'ailleurs, on le dit, nous, quand on dépose des amendements, on dit d'où ça vient, et puis on ne les reprend jamais non plus textuellement, mais on les analyse et s'il faut, on les reformule si ça nous paraît nécessaire. Mais, non, on va regarder ça avec grand plaisir. On a apporté à tout hasard des éléments qu'on vous avait déjà présentés. Ouais. C'est des magnifiques courbes de médiamétrie. Donc c'est bien, ça nous donne des arguments pour cette fameuse niche aussi, une ressource documentaire, parce que c'est sur vous aussi, je veux dire. Donc ça c'était une étude de 2010, mais bon, les choses n'ont pas changé. Donc, ça c'est la courbe, c'est la médiamétrie, donc avec le nombre d'enfants devant les écrans. Donc vous voyez que c'est en prime time Canal+, c'est pas pendant les écrans enfants. Bah oui, on sait bien. Et ça c'est le nombre de pubs d'aliments destinés aux enfants. Et comme par hasard, le nombre de pubs s'adapte au nombre d'enfants. Ils sont pas,
Ils achètent les cours de ça. Et en termes de qualité nutritionnelle, ben voilà, c'est pas de la qualité nutritionnelle ça. Voilà. Et puis, quand on regarde le sondage de l'influence de ces publicités, on se rend compte qu'on a identifié un profil donc avec la société de l'Institut de sondage qui avait réalisé ce sondage, qui est allé directement à domicile chez des enfants. Et on avait demandé aux parents d'ouvrir les placards, les réfrigérateurs pour voir ce qu'on trouvait. Et on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un quart de profil enfant éponge qui absorbe le marketing. Et sauf que c'est précisément ces enfants-là qui appartiennent le plus souvent à des classes défavorisées ou avec un faible niveau d'éducation et qui sont les plus sensibles à ce type de publicité, et chez lesquels on trouve dans les placards, dans les réfrigérateurs, précisément les produits qui ont été marketés. Oui, parce que vous n'avez pas nécessairement la structure familiale pour déconstruire le message publicitaire et ou freiner ou pondérer l'information. C'est clair. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.